Bonsoir. Poursuivons donc la présentation de la deuxième partie du livre La science déclare le matérialisme. Deuxième partie qui concerne le rapport perception-réalité. Et donc nous avons déjà montré que, en fait, on a montré la relativité de la perception. Et elle est relative à l'observateur, à son échelle de perception, à l'échelle de grandeur de ce qui est perçu, etc. Donc ici, nous avons donc une pomme, selon sa réalité, qui est perçue par différents observateurs selon leur échelle de perception. Donc perçue par un agent avec une perception à l'échelle macroscopique, comme un humain. À ce moment-là, le résultat de la perception, c'est justement un objet, on va dire, matériel, solide, rouge, sphérique, etc. Et à ce niveau-là, donc cet observateur, il va conclure que la pomme en soi correspond justement à cet objet matériel, solide, rouge, etc. De même, la même pomme en soi, lorsqu'elle est perçue par un agent avec une perception à l'échelle microscopique cellulaire, disons qu'elle est perçue par une cellule. Une cellule, comment justement elle va percevoir la pomme? Bien sûr, elle ne va pas la percevoir comme un objet matériel solide, etc. Elle va le percevoir beaucoup plus comme des millions de cellules. D'accord? Et à ce moment-là, va conclure que la pomme en soi, ce sont ces millions de cellules. De même, lorsque cette même pomme en soi, elle est perçue par un agent avec une perception à l'échelle, on va dire, microscopique moléculaire, supposons en fait que cet agent-là, c'est une molécule, d'accord? À ce moment-là, ce euh, ce qu'elle va percevoir, en fait, la pomme en soi, elle va la percevoir en tant que milliards et des milliards de molécules, d'accord? Et donc, elle va conclure que la pomme en soi, ce sont justement ces milliards et milliards de molécules. Même chose si l'agent de perception est un atome et il perçoit avec, disons, une échelle de perception microscopique, atomique, etc. Donc, différents observateurs avec différentes perceptions et échelles de perception vont produire différentes apparences de la même entité et bien sûr par extension du monde physique. D'accord? Et donc ces apparences-là, et ça c'est très très important, sont différentes de la réalité de l'entité et du monde physique. D'accord? Donc, euh, donc il faut bien comprendre en fait que toute apparence du monde est relative à l'observateur et à son échelle de perception. Alors ici, donc, on reprend un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est que par exemple, j'ai une même réalité, c'est-à-dire la même pomme en soi, et la diversité des perceptions et des apparences selon les différents observateurs et leur échelle de perception et leur description perceptuelle. D'accord? Donc, nous avons en fait tendance à tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la perception. Ça veut dire que nous avons tendance à identifier la réalité d'une entité et du monde à une apparence particulière de cette entité et du monde, suite à une perception particulière par un agent particulier, selon une échelle de perception particulière. Par exemple, ici, nous avons un agent, on va dire, macroscopique, qui correspond pratiquement à un humain, qui perçoit la fameuse pomme selon son échelle de perception macroscopique. Donc il va la percevoir comme un objet rouge, sphérique, objet matériel, solide, etc. Et il va projeter cette apparence-là sur la pomme en soi. Donc il va penser que la pomme en soi correspond exactement à la pomme comme il l'aperçoit en tant qu'objet matériel, solide, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas la même chose. Il faut, bien sûr, et ça, c'est la grande leçon. Il faut différencier entre l'apparence, entre une apparence du monde, en fait, les apparences du monde, d'accord, pour différents euh, observateurs selon différentes échelles de perception, et la réalité du monde. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, un autre point très important, c'est la différence entre description perceptuelle du monde et description scientifique du monde. Alors, la description scientifique du monde se base sur deux
constatations fondamentales. La première, c'est que les entités naturelles sont des entités composées. Par exemple, le corps humain est composé d'organes, un organe est composé de cellules, une cellule est composée d'organites, un organite est composé de molécules, etc. D'accord? Deuxième constatation fondamentale, c'est que toute entité naturelle, en fait, ne correspond pas vraiment à une substance statique qui occupe un volume, mais elle possède une dynamique. Elle possède une dynamique, un devenir, une temporalité et une histoire. D'accord? Et donc, naturellement, l'entité naturelle, elle est modélisée en tant que système dynamique et non en tant que substance statique occupant un volume. Donc ça, c'est un point très important. Et bien sûr, la description scientifique se base sur cette conception, on va dire, des entités naturelles en tant que système dynamique. Alors, oui, effectivement. Alors, au niveau scientifique, un système dynamique est étudié selon deux approches. Une approche réductionniste qui réduit le système essentiellement à ses composants et une approche systémique qui tient un compte en plus des composants, de leur interaction, leur interdépendance, de leur organisation, de l'interaction du système avec son environnement, etc. Donc, la description scientifique systémique est totalement différente de la description perceptuelle qui est généralement qui produit une description substantialiste comme on l'a déjà vu. Par contre, la description scientifique systémique, elle produit une description, une modélisation non substantialiste, à côté bien sûr d'autres modélisations possibles. Alors, autre point très important, c'est le rapport entre société et individu. Société généralement modélisée en tant que système. Alors, généralement, bien sûr, on différencie entre société et individu. Une société, bien sûr, n'est pas constituée de matière ou de substance occupant un volume, on le constate de manière très très claire, mais la société est considérée beaucoup plus comme un système ou bien comme un organisme constitué d'individus en relation et en interaction. Par contre, un individu bien sûr, est considéré comme étant un corps de matière ou de substance qu'on touche, etc., qu'on perçoit, qui occupe un volume. Mais en réalité, cette différence est illusoire parce qu'en fait, un individu est lui-même une société d'organes en relation et en interaction. Même chose, un organe, c'est une société de cellules. Une cellule, c'est une société d'organites et de molécules. Euh, un atome est une société de quantons, de protons, neutrons, électrons en relation et en interaction. Même chose pour un quanton, comme par exemple le proton, c'est une société de quarks, de gluons en relation et en interaction, etc. Donc en fait, on constate, la science, en se basant bien sûr sur l'étude scientifique et philosophique du monde et des entités naturelles, que le monde est constitué en réalité de systèmes dynamiques composés, emboîtés et en interaction, et non de substances. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc la révolution contre le le substantialisme commence avec l'étude du rapport perception-réalité. D'accord? Et donc, les conclusions qu'on tire justement de cette étude-là, c'est que, un, la perception ne présente pas la réalité du monde. D'accord? Elle produit une apparence du monde et en fait, cette apparence-là, elle est trompeuse parce que le, le monde nous apparaît en tant que constitué de matière et de substance alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Donc, en fait, matière-substance, c'est vraiment un mirage, une illusion. Ça, c'est un point très important. Et donc, le monde n'est pas constitué de matière ou de substance ou d'objets matériels, mais de systèmes dynamiques emboîtés, connectés et complexes généralement. Et donc, la recherche de la réalité et du monde devrait se baser sur la science et la philosophie et non sur la perception et l'apparence du monde qui en résulte. Et bien sûr, donc, la science, et à commencer par la physique, confirme ces conclusions révolutionnaires. Alors, pour rappel, justement, rappelons que le système mondial actuel se base sur le matérialisme, le capitalisme, l'individualisme et le consumérisme et qui constitue le fondement de la civilisation mondiale actuelle. Alors, ce système-là et cette civilisation, ils ont conduit et ils sont en train de conduire l'humanité et la nature au désastre et à
l'autodestruction. Or, ce système mondial, comme nous avons souligné, il est basé sur un mirage, sur une illusion et une erreur, à savoir le matérialisme et le substantialisme. Malheureusement, donc, nous vivons dans et selon une grande et grave illusion et erreur. Alors, un point très important, c'est qu'on peut penser que, à cause de tout ce qu'on vient de dire, que la perception, elle est mauvaise. Non, la perception, elle est parfaite. Mais en fait, elle est parfaite pour la vie. D'accord? Elle nous facilite grandement la vie, mais elle n'est pas adéquate pour connaître la réalité du monde. D'accord? Donc, si on veut connaître la réalité du monde, il faut se tourner vers la raison philosophique scientifique avec une conscience ouverte. Donc, en conclusion, la mort du matérialisme commence avec l'étude du rapport perception-réalité. Et en fait, le seul issue possible qui reste au matérialisme et au substantialisme, c'est d'affirmer ou de montrer, à travers la physique quantique notamment, que les constituants ultimes du monde physique, à savoir les subquantons comme les quarks, les gluons, le photon, électrons, etc., sont des particules élémentaires de matière. Or, et comme le montre l'ouvrage La science déclare la mort du matérialisme, la physique contemporaine conduit à la conclusion révolutionnaire inverse, à savoir que les subquantons ne sont pas des particules élémentaires de matière. D'où, bien sûr, l'importance cruciale d'étudier comment la science, en particulier la physique contemporaine, déclare la mort du matérialisme. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.